Bonjour Christ, Bonjour, bonjour Junior. merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es C'est sur moi. une chaîne internet qui s'appelle Trocfink Media. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Très rapidement, donc merci déjà pour Hmm. l'interview. Pour me présenter, je résume très rapidement. Je dis juste, je suis un fils d'Afrique qui s'est pris la violence du milieu des années 80 au Tchad en pleine figure. Et à partir de là, je m'intéresse vraiment à la chose politique de manière générale, que ce soit en Afrique ou dans le monde. D'accord. Je t'ai invité parce que tu as écrit un livre. On s'est déjà vu une première fois où on parlait de l'Afrique, de la place de l'Afrique euh, par rapport aux conflits internationaux. Et les temps est passé. Entre-temps, j'ai reçu des kémites, des chrétiens, des musulmans, des jeunes, des Africains, des panafricains. Et puis je tombe sur ton bouquin qui a été posté sur les statuts d'une personne que je connais. Bon, malheureusement, elle n'a pas encore lu le bouquin. Bon, moi j'ai lu le bouquin jusqu'à la fin. Très bien. Et j'avoue que j'ai été un peu sonné. Donc ça veut J'étais un dire peu que... sonné, pourquoi? Parce Oui. que ça m'a donné l'impression d'un grand frère qui distribue un peu des claques aux jeunes, aux panafricains, aux intellectuels qui ne pensent pas, aux ingénieurs qui ne fabriquent rien, aux chefs d'État, mais à tout le monde. Pourquoi, Christ? Simplement parce que moi, j'ai fait un retour au moment du Covid dans le débat de ce qu'on va appeler de YouTube, le débat en ligne, et j'ai constaté bizarrement que finalement, il y a des thèmes qu'on a abordés il y a quelques années qui sont revenus, mais parfois traités encore de manière beaucoup plus médiocre qu'avant. Et donc, je me suis inquiété de l'état de la jeunesse globalement et c'est ce que j'écris dans le livre, c'est-à-dire que se noie dans la morve de sa pleurniche et ne se rend pas compte que finalement, le monde est difficile et que c'est pas simplement en répétant à chaque fois que le monde nous a fait ci, nous a fait ça, que les problèmes réels vont commencer à se résoudre. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il y a nécessité peut-être de ne pas écrire un livre sage, mais plutôt écrire un livre polémique qui va secouer les jeunes et leur permettre de redevenir un peu plus graves face au monde qui les entoure. D'accord, secouer les jeunes. Et tout à l'heure, j'ai parlé des claques. On va directement droit au but, hein, pour aborder un peu le livre. En parlant des claques, tu parles de la jeunesse qui est aujourd'hui prisonnière de tous les sophistes des temps modernes. Elle fut d'abord flattée par un passé glorieux kémite. Et plus loin tu pars du phénomène qui dérobe toute l'énergie de la jeunesse, c'est le retour vers le passé. Cette tendance qui pousse un peu les jeunes à s'aventurer dans la recherche de lointaines connaissances, de la spiritualité africaine. Effectivement, j'ai remarqué des jeunes, de plus en plus, que ce soit ici en Occident ou en Afrique, se retournent un peu vers la spiritualité africaine, vers les connaissances anciennes. Et elle estime que, tous ces jeunes, bah, en fait, ils estiment que pour pousser, pour aider l'Afrique à aller un peu de l'avant, la spiritualité est en quelque sorte la colonne vertébrale du développement. Qu'est-ce que tu en penses? D'abord parce que j'aborde le problème différemment. Moi, je Hmm. prends les choses un peu à l'envers. Je dis, c'est l'homme qui crée sa spiritualité. Mais cet homme, il faut bien qu'il puisse, dans un premier temps, exister même à l'état animal avant de pouvoir se projeter à l'état spirituel. Donc, à partir de ce moment-là, le combat à gagner rapidement dans un premier temps, c'est d'abord le combat qui permet de se sécuriser, de s'organiser un minimum, c'est-à-dire de base, pour pouvoir justement, à partir de là, penser sa spiritualité de manière correcte en quelque sorte. Parce que dans l'état actuel des choses, si le recours est uniquement un recours vers la spiritualité, je dis la réalité de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? On peut être deux, trois cercles initiatiques plongés dans la forêt équatoriale
qu'il y a 2-3 drones qui nous surveillent déjà. Mm. Donc la réalité matérielle ne donne pas toutes les conditions de pouvoir, entre guillemets, se dorloter dans sa spiritualité tranquillement dans un petit cercle initiatique caché au fin fond de la forêt équatoriale. C'est pas possible. Donc pour faire face à ça, il faut dans un premier temps assurer un minimum avec les moyens qu'on a, sans forcément attendre que tout ou une grande partie de gens se convertissent à une nouvelle spiritualité, assurer le minimum nécessaire pour dégager des espaces de liberté. Et à partir de là, on va faire émerger, ou en tout cas, on va réinjecter la Mais spiritualité. tu donnes quand même l'impression de ne pas y croire, en fait. Quand je te lis, mais oui. tu n'y crois pas à cette spiritualité parce que tu dis laissons ces jeunes s'aventurer parce qu'ils vont se perdre en quelque Mais part. oui, parce que pourquoi je dis ça? Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, si je devais parler kémitisme, si je devais parler spiritualité traditionnelle, bah, contrairement à ce que les gens peuvent penser, je suis bien placé. Pour les kémites, par exemple, Ouais. moi, je suis du groupe au sud du Tchad qu'on appelle les Sahara. Ceux qui ont fait un peu de Médounéter, si je veux m'amuser à faire ça, moi, je suis directement un fils de rat, puisque je suis un Sahara. Mm. Bon, je peux continuer comme ça, en langue gambaye au Tchad. Je veux dire, par exemple, créer quelque chose en langue gambaye au Tchad. On dit rat. On dit rat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est directement rattaché à la création. Donc, je peux comme ça continuer à faire beaucoup d'explications, entre guillemets, de textes en reliant à la fois le Médounéter, la langue gambaye du groupe Sahara au sud du Tchad, etc. Et voilà, mais donc, c'est pas parce que je vois des jeunes retourner parfois, souvent, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le monde dans lequel ils vivent, souvent en Occident, que ça veut dire que, entre guillemets, ils le font bien. Non, méthodologiquement déjà, j'ai un désaccord sur plein de choses que les jeunes font. Ils le font mal, Quel désaccord? mais désaccord sur la manière dont ils pensent qu'ils vont comme ça retourner à la spiritualité prisonniers souvent d'ailleurs du monde occidental dans lequel ils sont plongés, ce n'est pas des conditions qui permettent... Mais il y a un philosophe, Régis Debray, qui dit la recherche de ces savoirs, la recherche de Dieu est toujours... c'est toujours un peu les capitales de l'aventure humaine, en fait. Quand Oui. on recherche quelque chose, on arrive à trouver et puis à Mais- asseoir une civilisation. Mais la quête de Dieu, et on peut ajouter à Régis Debray, on peut même ajouter le grand Gustave Le Bon, qui parle des opinions et des croyances et des civilisations. On sait que la spiritualité peut être à un moment donné l'essence qui permet aux populations de se bouger. Simplement, ce qu'il faut comprendre, et moi en tant que matérialiste dialecticien, je comprends la chose différemment. C'est-à-dire que c'est parce que les conditions réelles existent et que l'essence d'une spiritualité, d'une idéologie, peut faire bouger les choses en plus. Mais quand vous n'analysez pas bien les Qu'est-ce que conditions tu appelles réelles... par conditions réelles? Oui, alors Ouais. j'explique. On voit aujourd'hui, par exemple, beaucoup de mouvements en Afrique. Et dès l'introduction de mon livre, je parle de ça. Je dis, avant, par exemple, les ondes frêles, je reprends les termes de mon livre, les ondes frêles des radios, parce que moi, je suis un enfant quand même qui est des milieux des années 80 en Afrique, surtout au Tchad, qui manque beaucoup d'infrastructures, et j'ai bien vu. On fonctionnait avec le transistor. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de télé à la maison. Ouais. On allait voir la CAN à l'hôtel d'à côté, au bar d'à côté. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on voit beaucoup plus de mouvements et de bouillonnement aujourd'hui, les conditions réelles qui permettent ça, c'est parce que l'infrastructure Internet inonde beaucoup plus les masses aujourd'hui, et donc la circulation de l'information s'est démocratisée. C'est pour ça que je dis avant, la chose géopolitique restait dans le cercle fermé des initiés et que ça descendait au compte-gouttes. Aujourd'hui, ça s'est diffusé à la masse. Oui. Et donc, c'est une première des conditions réelles déjà qui permet à ce qu'il y ait ces chamboulements. Deuxième élément, c'est que l'Afrique est à 70% jeune. Oui. Et troisième, si je peux ajouter à cela,
Ces jeunes ne sont pas tous employés, donc ils ne sont pas tous pris, totalement absorbés par le travail, et donc ils ont le temps qui leur permet de suivre ce qui se passe, etc. Voilà les conditions réelles qui existent et qui permettent à ce qu'il y ait un bouillonnement, qui ait tous ces chamboulements qu'on commence à observer. Mais il faut avoir cette lecture beaucoup plus matérialiste avant même de commencer à parler de spiritualité, de religion, etc. Je me demande, quand à t'entendre parler, à te lire, tu es, je sais pas, tu donnes l'impression d'être dans les capitalismes à fond. Non, en fait, c'est une déformation normale Oui, de quelqu'un qui a vraiment un bain marxiste comme je suis. Donc oui, ça peut étonner. Ça peut étonner. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le développement, ce qu'on appelle le développement, est quelque chose de naturel. Je m'explique, hein. Le développement, c'est simplement comme un être humain. Les besoins que j'ai en tant qu'adulte aujourd'hui, dans la trentaine, ne sont pas les mêmes besoins que j'avais quand j'étais bébé. oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement va nécessiter de ma part de mettre en face de ma croissance naturelle un certain nombre de besoins qui soient adéquats. Donc, le développement n'est pas une question fondamentalement idéologique. C'est le fait qu'il faut produire, par exemple, plus. On ne peut pas produire de la même manière qu'on produisait au village. Et moi, je suis un petit-petit-fils d'agriculteur et de Mais fondateur de Christ, comment village. tu veux produire? Regardons un peu les capitalismes aujourd'hui. Oui, On est dans un monde fini. oui. Comment est-ce qu'on peut produire dans un monde fini à l'infini? Non. Alors, moi, je comprends quelque chose. Hmm. Quand je dis je suis matérialiste, je comprends aussi que quand on dit le monde est fini, c'est normal, c'est une contrainte même de l'existence du monde physique. Hmm. Donc, j'allais dire en ce sens-là qu'il n'y a que nos amis métaphysiciens qui échappent à la finitude du monde. Oui, Donc, le monde étant fini, mais ce qu'on oublie, et peut-être dans la phrase du grand chimiste Lavoisier, oui. c'est que tout se transforme. Donc, ce qui fait que moi-même qui suis là, alors que je vous parle, dans quelques années, si je ne suis pas enterré dans un cercueil en fer ou je ne sais pas quoi, mais dans un cercueil en bois, je deviens à nouveau de l'engrais pour que des herbes poussent, pour que des arbres poussent, pour que, etc. Donc, ce qu'on doit maîtriser, c'est plutôt le cycle des choses. Oui. Oui. Christ, dans ces bouquins, tu ne laisses personne. Tu t'attaques à tout. Tu t'attaques à Cheikh Anta Diop. Et tu dis qu'il n'a pas été rigoureux dans son travail. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce Très que bien. à chaque fois, je reçois des panafricains, des jeunes africains, Oui, et je pose une question, 3 livres à conseiller à tous ceux qui nous regardent. Et il y a quelque chose qui revient régulièrement, et quelqu'un m'a même dit que c'est la Bible des Africains, Nation nègre. très Et bien. toi, tu viens, tu dis, ah, Cheikh Anta Diop, ça manquait de rigueur. Oui, Comment expliquer? comment dire ça? C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de Cheikh Anta Diop et le problème, c'est qu'ils oublient quelles sont les sources de Cheikh Anta Diop. Et beaucoup de jeunes n'ont pas passé leur temps à lire les 4 volumes de, par exemple, Diodore de Sicile qui raconte, ou bien ils n'ont pas lu en entier l'enquête d'Hérodote, etc. Et pourtant, ce sont les sources de Cheikh Anta Diop. Mm. Bon. Et donc, quand moi, je m'attaque à Cheikh Anta Diop, j'attaque sur 2 points. Et d'abord, en attaquant Cheikh Anta Diop, entre guillemets, ça c'est typiquement parce que dans la communauté afro, oui, dans la communauté afro, entre guillemets, on n'est pas habitué au travail scientifique. Tout travail scientifique est un travail de critique. Or, nous, on a érigé des dieux ou des demi-dieux à qui il faut surtout pas C'est aussi toucher, ça, c'est aussi, qu'on ne peut mais pas, c'est machin, aussi etc. ça, c'est Et aussi ça la différence des cultures. On est, chez les Africains, on ne peut pas toucher à un roi. Mais alors, chez les Occidentaux, on peut quand même décapiter un roi. très bien. Ouais, Alors, à ce moment-là, ce que je dis, ouais, c'est que Cheikh Anta Diop lui-même, ouais. dans plusieurs de ses préfaces, appelle les jeunes à critiquer, il le dit au pluriel, nous appelons les jeunes à critiquer sévèrement ce que nous proposons.
Pourquoi? Parce qu'il sait, lui, en tant que, même si je ne peux pas le qualifier totalement comme ça, lui, en utilisant les outils de l'anthropologie matérialiste, il sait très bien que le matérialisme, surtout historique, est dialectique. Donc ça veut dire que les choses vont continuer à évoluer et changer. Oui. Et donc il a prévu ça, et c'est là, dans sa clairvoyance, il a prévu ça. Et donc, quelque part, il m'autorise à le critiquer correctement. Et ça va faire sauter tous les idolâtres de Cheikh Anta Diop. Mais justement, Cheikh Anta Diop demande aux jeunes de s'armer de science et pas d'idolâtrie. Critiquer la rigueur, c'est dans ton monde d'aujourd'hui. Parce qu'avec les si, on peut toujours faire un monde parfait, quoi. Non, je prends un exemple très concret. J'ai à un moment dit exactement que Cheikh Anta Diop a fait une conclusion un peu hâtive. Exactement. Voilà, sur sa description quand il a décrit un petit peu les éléments de Hérodote et bien d'autres, de Strabon, etc., qui expliquent clairement que l'Égypte antique était nègre. Simplement, sa conclusion hâtive, il l'a faite comme si finalement, à ces moments-là, d'ailleurs, l'époque n'était pas très bien précisée, c'est-à-dire que comme si tous ceux qui occupaient l'Afrique étaient imbriqués dans le système et connectés au système, au même stade, au système vétéro-kémitique, entre guillemets, alors qu'il y a déjà, même en reprenant les descriptions de Diodore de Sicile, différentes catégories. Il a listé, c'est pour ça que il a classé les gens plutôt par rapport à ce qu'ils mangeaient. Il parlait de stratophages, strutophages, etc., ceux qui mangeaient des autruches, ceux qui mangeaient, voilà, etc. Oui. Donc, il a classifié en fonction de ça. Et là-dedans, on constate bien qu'il y a des strates différents et qu'il y a ceux, les Noirs, qui étaient directement connectés en direct à la structure, la matrice égypto-nubienne, vétéro-kémitique, entre guillemets, au stade de structuration assez élevé, de centralisation d'État, etc. Et d'autres qui sont beaucoup plus en périphérie, qui sont connectés, mais avec des stratifications un peu plus basses. Et donc, cette réalité, ces nuances, il faut pouvoir le dire. Parce que si on ne le dit pas, on croirait qu'on était dans un monde parfait, totalement homogène. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu dis quelque part, Diop veut des penseurs au cerveau atrophié. Laisser la religion dans la sphère, c'est bâtir des nations sur des fondations hypocrites et fragiles. Ah oui, absolument. Et ça, par contre, sur ce point-là, j'ai été très sévère. J'ai été très sévère et je l'assume. Pourquoi? Parce que dans sa préface, Diop parle, entre guillemets, alors dans son contexte à l'époque, c'est évident. Moi, je connais très bien le Sénégal, etc. Et comme il a adopté une démarche matérialiste qui est la démarche classique de l'histoire, sa crainte, c'est que finalement, ça tombe sous le coup de blasphème et de bien d'autres condamnations, du fait même qu'il est dans un milieu qui est conservateur musulman. Et ça, il n'a pas tout aussi grand prêtre qu'on veut, grand savant, etc. Il n'a pas eu le courage de pousser jusqu'au bout, de dire clairement, c'est comme ça, prenez ou laissez. Tu penses que c'est le courage qui manque? Mais c'est un arrangement avec la société. On dirait de la sagesse, entre guillemets. Mais cette sagesse-là, peut-être à son époque, ça passait parce qu'ils avaient encore un peu de champ devant eux et un peu d'optimisme, parce qu'ils venaient d'avoir les indépendances, on était autour des indépendances, donc il y avait un avenir radieux. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette approche de sagesse. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que je balance plutôt un pamphlet et non pas quelque chose de tiède, etc. Donc ça, je suis radicalement... Et pourquoi je dis ça? Parce que depuis Diop jusqu'à aujourd'hui, on voit que le problème s'est aggravé. Le Nigeria aujourd'hui est coupé en deux. Au nord, on lynche des filles pour des questions religieuses. Ouais, tu en as parlé, tu as parlé de la fille qui a été lynchée au nord. Voilà, et donc face à ces horreurs, c'est totalement insupportable et on ne peut plus conserver le point de vue, entre guillemets, sage et tiède. Et mettre la religion comme ça sur la table pour que les gens en parlent, tu penses que ça va arranger les choses?
Oui, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que il faut exposer les gens. Et l'exposition à quelque chose même qui nous effraie, à la longue, crée une habitude. Et donc, il faut s'entêter à exposer la réalité à la figure des gens jusqu'à ce qu'ils s'adaptent à la réalité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer à faire semblant de ne pas voir un problème qui existe. À un moment donné, il faut l'affronter. Je ne vais pas conseiller à un cancéreux de se mentir tous les jours qu'en fait, non, ce qu'il a, c'est pas vraiment de tumeur et que ça ne va pas se développer. Non, si. Il faut au moins prendre les devants le plus tôt possible pour avoir les chances de sauver ce qu'on peut sauver. Mais tu vois les choses de manière assez simpliste. Parce que quelque part, tu dis aussi qu'il faut laisser un peu la religion dans la sphère privée, mais l'exposer en même temps. Est-ce que ce n'est pas un peu Oui, justement. une contradiction? J'ai trouvé qu'il y avait une sorte de contradiction Non, là-dessus. non, Ouais. c'est pas du tout une contradiction parce qu'il y a des moments. C'est-à-dire pour que les personnes, parce que la religion aujourd'hui fait déjà partie de l'espace public et des débats. Simplement, il fait partie. Mais ça divise en même Non, temps. non, 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 mais attention. Oui, Quand je dis il fait partie, je vais m'expliquer. La religion occupe déjà l'espace public dans beaucoup de pays en Afrique. Simplement, il n'est pas débattu d'un point de vue critique réel. Et donc, c'est simplement parce qu'on va passer par la case de ce travail critique que la religion, les gens le comprendront finalement comme quelque chose. Ils vont ravaler la religion pour la mettre au cercle de l'intime normalement. Donc, c'est ce travail critique, au contraire, qui va permettre à ce qu'il y ait ce mouvement de réintimisation de la religion, si je peux utiliser un terme. d'accord. Tu as évoqué quelque chose. Bon, après, en gros, en général, je suis plus ou moins d'accord avec toi, en général. Mais quand on va un peu dans la profondeur, je suis pas contre. J'ai dit que tout doit être sur la table, tout doit être débattu, et ainsi de suite. Mais en même temps, avoir la façon dont tu t'attaques un peu à tout, et que l'Afrique soit là comme à l'état où elle se trouve actuellement, tu penses qu'au niveau même des chefs d'État, des chefs de gouvernement, on a tous failli? Non, c'est que le but, d'abord, c'est un pamphlet, c'est normal. Mm. C'est-à-dire que j'ai réussi, le pamphlet, c'est de provoquer le débat partout. Donc, c'est de lever le voile sur tous les angles morts qu'il y a. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, le but du pamphlet qui est de générer du débat est atteint. Deuxième chose maintenant, c'est un travail de creusement, c'est-à-dire aller sujet par sujet, aller creuser maintenant. Ouais. Globalement, oui. C'est-à-dire que globalement, l'Afrique est en échec, entre guillemets, par rapport à la potentialité. Et c'est pour ça qu'à un moment, je dis, l'Afrique pourrait même se relever et être même crainte, c'est-à-dire devenir tellement, se déployer réellement, être tellement importante qu'elle sera crainte. Simplement pour ça, ça demande de prendre des cheminements, ça demande de prendre des orientations courageuses et qui va bousculer l'état de la société actuelle. Or, ce qu'on observe, c'est que les gens, parce qu'ils ont été un petit peu échaudés par la pénétration coloniale arabo-musulmane puis occidentale, Mhm. les gens pensent que c'est simplement se mettre à l'écart du monde qui va sauver l'Afrique. Non, c'est affronter le monde tel qu'il est qui va sauver l'Afrique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, des réformes sérieuses, telles que comment, de manière courageuse, on abat les clanismes, les tribalismes, les machins, qui empêchent toute possibilité, par exemple, de constituer des grands ensembles forts. Je suis, je suis d'accord avec toi dans la logique, mais ce que toi tu appelles les clanismes, les tribalismes, Oui, ça existait partout dans le monde. oui, Quand tu vas en Belgique, j'en parle là régulièrement, quand tu vas en Belgique entre les Flamands, les Wallons, tu viens ici, tu vois qu'il y a quand même des Corses qui d'une certaine façon, demandent à être indépendants. Tu vas en Espagne, c'est partout comme ça. Et il y a que d'une certaine façon la loi qui peut encadrer tout cela. non,
Ce qu'on oublie souvent Oui. quand on fait ces analogies, c'est simplement que la grande différence aujourd'hui, quand on regarde de Mm. manière générale, euh, très concrètement, soyons sérieux, très concrètement, je n'ai pas, il faut arrêter, c'est-à-dire que d'abord, les Corses en tant qu'entité, les Wallons, etc., ce sont des réarrangements déjà d'un second temps. Dans les premiers temps, si on doit parler des vraies tribus, par exemple en France, on parlerait des Gaulois, qui sont ce qu'on va appeler aujourd'hui les Bretons. Mm. On va parler des Aquitains, on va parler des Celtes, les Celtes, c'est les Bretons gaulois, c'est pareil. C'est juste des nominations exonymes ou endonymes, etc. Mais donc, en fait, les Helvètes, par exemple, qui sont les Suisses aujourd'hui, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a une première couche d'homogénéisation qui a été faite quand même. Et donc, ce cap est passé. Donc les régionalismes qu'on observe aujourd'hui sont des régionalismes d'un autre type et d'une autre strate. Voilà. Et donc, par exemple, dans le cas de la Belge, ce sont des restructurations linguistiques autour de qui parle flamand, qui parle, voilà, etc. Mm. Donc, ce sont des nouveaux régionalismes qui se sont créés. Un peu comme si demain, on a l'Afrique qui est tout intégrée déjà, par exemple, si on prend le monde bantou, par exemple, imaginons, le monde bantou, qui est tout intégré déjà, tout le monde parle grosso modo soit Kikongo, soit Kiswahili, soit etc. Et que là-dedans, il y a quelques régionalismes, grosso modo, en se disant, bon, ceux-là, ils sont plus kikongophones, ceux-là, ils sont plus kiswahiliphones, etc. Mais là, c'est pas le cas encore. C'est pas le cas. Donc, quand on regarde aussi, même avec le titre, hein, un clin d'œil ou un alignement, je ne sais pas, par rapport à de la Boétie. Oui. La Boétie, à son époque, était appelée un mouton noir. Quand j'ai lu ces livres, je me dis, est-ce que Christ n'est pas un mouton blanc? Ça va être difficile déjà. Physiquement, ça va être difficile. Mais Ah. plus sérieusement, ce que je voulais dire, bon, hein, j'ai fait un clin d'œil, pour dire aussi, en fait, si on renverse la chose, si l'Afrique, finalement, par certaines orientations qu'on prend, nous maintiennent dans notre condition de domination, Mm. ça veut dire que ça donne aussi la liberté de dire, en prenant d'autres orientations, on peut aussi déployer toute la puissance africaine. Donc, c'est un titre qui est un peu ambivalent ici. Quelles orientations prendre? Quelles Alors, orientations prendre? On dit que l'Afrique quitte les colons, l'Occident quitte la France ou les États-Unis pour s'aligner par rapport à la Russie ou à la Chine. Et j'ai vu une vidéo ce matin où le président, je pense que c'était le président ougandais ou kenyan, qui explique, lors des conflits avec la Libye, ils se sont réunis, 4-5 présidents, pour aller voir Kadhafi, et l'OTAN leur a dit, faites demi-tour. C'était vraiment un ordre. C'est-à-dire quoi? Si vous prenez la décision aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, tu parlais aussi du franc CFA, si vous prenez aujourd'hui la décision de quitter la France, sans avoir quelqu'un derrière vous, est-ce que tu penses vraiment que ça va se passer aussi facilement? non, moi je ne suis pas. Quand j'ai dit dans le livre, j'ai même cité plusieurs, hein, j'ai dit on ne peut pas quitter. Donc on peut pas quitter un Mehmet Voilà. pour aller chez un Mehmet Exactement, ou exactement. parler des Turcs. J'ai Ouais. cité plusieurs noms. Ouais. Je crois même de mémoire que j'ai parlé de Abdallah pour tout ce qui est du Moyen-Orient, j'ai parlé de Zhang pour tout ce qui est de la Chine, Pour ce qui est de j'ai la Chine, parlé, ouais. etc., etc. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'en fait, et c'est pas l'histoire, c'est aussi parce qu'il y a une nouvelle vague de jeunes qui viennent à la chose panafricaine, entre Mm. guillemets, sans avoir pris le temps d'étudier leurs classiques et même l'histoire récente. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les mouvements du panafricanisme des origines, je ne parle même pas du panégrisme du début, mais directement du panafricanisme, qui va s'orienter de plus en plus avec un volet marxisant, socialisant, avec les pas de mort et autres. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rapprochement naturel à cette époque-là vers le bloc socialiste, qui est le bloc
entre guillemets, anti-impérialiste, puisque le capitalisme était était même le vecteur de la colonisation, puisque ça, c'est toute la littérature Ouais. socialiste depuis Marx jusqu'à Lénine. Lénine a parlé du capitalisme, l'impérialisme stade ultime de capitalisme, et que Kwame Nkrumah va lui rajouter en écho à ce que Lénine disait déjà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un continuum naturel, un lien naturel, qui faisait que c'était logique à cette époque-là que les pays qui sont en quête d'indépendance dans leur lutte, donc les pays surtout en Afrique avec le panafricanisme, soient associés également au socialisme. Et ça a permis l'URSS, la Chine, hein, et les autres républiques socialistes ont permis à ce que toutes les révolutions qui se sont organisées en Afrique au moment des indépendances soient alimentées, soutenues, hein, par l'URSS. C'est pas jusqu'à ce que les Cubains, par exemple, qui vont, et il faut leur rendre hommage, vont aller mourir en masse en Angola. Et là, on était vraiment vers la fin de l'affrontement entre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends l'idée. Oui. Je comprends l'idée de passer par le truchement de profiter de l'opposition des deux Les deux grands. mondes, ouais. Voilà. Mais ce qui manque souvent dans le discours, c'est que on ne veut pas dire que pendant qu'on profite dans ce laps de temps du support, que ce soit de la Russie ou de la Chine, etc., qu'est-ce qu'on fait concrètement pour transformer la situation interne, pour que demain on ne soit plus. Aujourd'hui, j'ai vu même, il y a des sommets Italie, machin, sommets Arabie Saoudite, Afrique. C'est ridicule à un moment donné. Je veux dire, non mais soyons sérieux. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est que ça ne suffit pas d'avoir du support de transition d'une autre puissance. Ça ne suffit pas. La Chine, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine a eu le support de la Russie. Mao a baissé la tête devant Staline, mais à un moment donné, il y a eu rupture. Mais quand il y a eu rupture, ça veut dire que les Chinois, eux, ont profité de ce laps de temps pour se restructurer en interne, solidement, s'organiser solidement, que le jour où il y a cette rupture russo-chinoise, mais plus personne n'ose venir parler aux Chinois, parce que les Chinois se sont eux-mêmes en interne restructurés totalement et sont devenus une puissance. Et le problème, c'est que nous, on a bénéficié en partie de l'apport de Cuba, de l'URSS, etc., pendant les indépendances, mais on a minimisé le travail de réforme interne. Donc, quand l'URSS s'est effondrée, etc., et que la Chine s'est repliée sur elle pour travailler aussi sa propre puissance, on s'est retrouvé à nu à nouveau. Et donc, il y a eu la vague post de 70 aux années 80, fin 90, où ça a été à nouveau la vague du libéralisme qui a envahi l'Afrique, Oui. et dans un Afrique qui n'est même pas structuré pour affronter ce marché international. Donc, on est tombé en délabrement total. Et là, aujourd'hui, on reprend les mêmes orientations sans se poser une deuxième fois la question de la transformation interne. Dès que tu commences à dire aux gens, il y a certaines habitudes qu'il faut reformer totalement, etc. La question se pose actuellement. La question se pose quand on regarde le président Ibrahima Traoré. Quand tu regardes... Déjà, qu'est-ce que tu penses que tous ces trois pays-là quittent la CEDEAO? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je pose encore... Est-ce que tu as suivi l'interview de Poutine? Oui, j'ai suivi que par extrait. Je dois être... Ouais, oui. L'interview d'Ibrahima Traoré avec... est-ce que tu l'as suivi aussi? J'ai suivi également des extraits. D'accord. Qu'est-ce que tu penses? Le fait de s'aligner avec la Russie, je t'ai déjà posé cette question une fois, le fait de s'aligner derrière la Russie ou la Chine, entre deux périls, ne faut-il pas choisir le moindre? Non, moi, je suis totalement pour que les gens choisissent. Mais je dis, ce choix ne suffira pas. Il ne faut pas se mentir, ça ne suffira pas. Donc, pendant qu'on choisit, il y a deux choses qui se passent. Il ne faut pas se mettre en situation de passivité. Ça veut dire que ça doit être une période
de réformes internes accélérées. Pour que demain, parce qu'on ne sait pas, peut-être il se pourrait bien que finalement, la Russie, de toute façon, comme je l'ai dit depuis toujours, disposant de la bombe atomique, ne peut pas perdre la guerre. Si c'est une guerre vraiment frontale, ne peut pas perdre. Donc ça va être une guerre d'usure avec le temps. Avec le temps, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Soit de remplacer la tête dirigeante de Russie via des machins, ou alors la Russie va tenir jusqu'au bout. Mais dans les deux cas, ce n'est pas ce qui va garantir le renforcement interne de l'Afrique demain. Absolument pas. Ni la Russie, ni les Occidentaux vont faire en sorte que les pays vont à l'étranger dans leur logique de leur propre intérêt. Donc, la Russie n'a aucun intérêt à développer l'Afrique. Par contre, utiliser l'Afrique pour embêter les Occidentaux, qui l'embêtent, lui, sur la question ukrainienne et autres, oui, la Russie va jouer à ce jeu à fond. Bah, Et a raison. qu'est-ce que tu penses alors de ces trois pays, Oui, Mali, oui, Mali, Niger, Niger. Burkina. Qu'est-ce Oui. que tu en penses, le fait qu'ils quittent aujourd'hui, qu'ils prennent la décision de quitter la CEDEAO? D'abord, un premier temps, moi j'aurais dit, c'est toujours mieux ils auraient mieux fait, par exemple, d'emporter la Guinée avec eux. Ils ont pas réussi ce coup-là. Donc moi, j'ai trouvé que ça, déjà, ça les limite dans un premier temps. Hein, ça les limite pourquoi? Parce que finalement, ils se retrouvent sans port. Alors que le transport aérien, on sait que c'est très contrôlé. Il suffit que les pays autour ferment leur L'espace espace, aérien. voilà, pour vous couper, etc. Machin. Deuxième point, c'est que bizarrement, je trouve qu'ils se sont, surtout pour le Mali, ils se sont mis dans des termes un peu difficiles avec l'Algérie. Or, l'Algérie, je l'ai dit, c'est même pas moi qui le dis, c'est Amilcar Cabral qui disait déjà à l'époque, l'Algérie a une position stratégique qui permet justement de faire passer toute l'aide qui venait de l'Est voilà, pour aller alimenter les autres pays. Et c'est la raison pour laquelle l'Algérie était, Amilcar Cabral disait, la Mecque des révolutionnaires africains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord qu'ils résolvent le problème de se remettre peut-être en bon terme avec l'Algérie. Parce que la petite aventure avec le Maroc, moi je ne vois pas ce que ça peut donner pour l'instant. Donc ça, c'est un premier point qui se pose. Le deuxième point, c'est que finalement, comme ils n'ont pas réussi à emporter la Guinée avec eux, ils se retrouvent sans port. Et on peut continuer comme ça des éléments qui sont des éléments qui vont rendre la situation difficilement tenable pour eux sur le long terme. Donc ça veut dire que qu'ils fassent ce retrait, c'est leur droit, hein, ils sont toujours dans ces démarches, mais maintenant il faut regarder la réalité, comment ils vont faire pour tenir pendant ce temps-là. D'accord. Tu parlais aussi de la victimisation. Oui. Que les Africains se victimisent trop, en quelque sorte. J'ai lisé quelqu'un qui parle aussi de la victimisation, qui dit, effectivement, on est des victimes. Il faut qu'on arrive à revendiquer qu'on est des victimes, en réalité, pour que le monde aussi, d'une certaine façon, comprenne qu'on est des victimes avant tout. Parce que quelqu'un qui est victime de quelque chose, on peut le voir ici, même avec des bavures policières, ainsi de suite. Il faut d'abord que la personne soit reconnue comme étant victime pour qu'enfin les dégâts soient réparés. Selon cette personne-là, c'est Aya Sissoko qui dit on a intégré un peu dans la tête des Africains ces mots-là de victimisation pour qu'ils arrêtent et que les autres continuent avec leurs bavures. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pas du tout. Moi, en fait, le problème, c'est que le monde, la marche du monde et les rapports géopolitiques, ce ne sont pas des rapports affectifs, entre guillemets. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je reconnais que les Africains ont été victimes de l'esclavage, colonisation.
Et c'est pas seulement une seule fois, puisqu'il y a eu la pénétration arabo-musulmane, Ouais. puis occidentale, etc. Mais simplement, je pense que, à mon sens, il y a assez de littérature et assez de discours là-dessus déjà, et que au stade où on en est, c'est plutôt au stade de comment on travaille à changer cela. Et j'ai dit qu'à un moment donné, hein, dans un petit passage où j'ai même dit que les, les Africains pensent qu'à un moment donné, en tout cas la majorité, pas tout le monde, mais une bonne partie de jeunes, pensent qu'à un moment donné, on va siffler un mi-temps, comme au foot, pour laisser l'Afrique se rafraîchir. Hein. En Côte d'Ivoire, c'était quoi? C'est des cooling breaks, Ouais. ils appellent ça. Des pauses de rafraîchissement, où l'Afrique va se rafraîchir. Non, je dis, la marche du monde est lancée et ça tourne insensiblement. Que ce soit pour la Russie, les États-Unis, l'Europe aujourd'hui par exemple, dans ce qui se passe en Afrique d'ailleurs, la grosse perdante, entre guillemets, je l'ai dit depuis le début des déclenchements, c'est l'Europe. C'est l'Europe, ouais. Bah oui, enfin, du point de vue du monde occidental, l'Afrique se bat, hein, donc chacun se bat, mais je veux dire, du point de vue des différentes puissances, on vient dire du nord global, puisque maintenant on parle du sud global, bah c'est l'Europe, c'est l'Europe et plus particulièrement des pays comme la France. Bon, parce que au final, les Américains, eux, savent jouer malin et vont récupérer certains bouts de territoire. Par contre, c'est plutôt la France la grande perdante Dans l'histoire. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marche du monde est insensible. Et le faire reconnaître son statut de victime, c'est d'abord, bizarrement, quand on devient puissant, qu'on fait comprendre aux autres son statut de victime ou bien d'ancien victime. Vous voyez? Donc les choses s'imposent parce qu'une justice, et ça c'est de la sagesse classique et même les traditionnalistes le savent, une justice qui n'est pas accompagnée de sa capacité de renforcer la justice ou de l'appliquer n'est pas une justice. Parce que si un grand frère qui vient, et je vais parler dans des termes très simples, si un grand frère qui vient pour raisonner un petit frère et une petite sœur qui s'embrouillent, mais que lui-même n'a pas la force de les dégager les deux et les mettre chacun dans son coin et de leur dire d'arrêter, il ne pourra pas appliquer cette justice. Dans cette configuration-là, les autres rendent justice par rapport à ce qui leur est bon, en fait, à ce qui est bon pour eux. Parlant de la justice. Oui. Et les Africains, de leur côté, n'arrivent pas à obtenir justice d'une certaine façon. On peut le voir encore avec la Libye, un pays qui est complètement... Et puis, il n'y a aucun jugement de l'autre côté. Est-ce qu'il faut que l'Afrique quitte toutes les conventions signées, tous les traités, et qui, quand on regarde comme ça, superficiellement, c'est au désavantage de l'Afrique, quoi. Non, mais c'est fondamentalement ce qu'il faut comprendre. C'est quoi? C'est que, qu'est-ce que c'est que la justice? La justice, c'est le moment où les rapports de force sont plus ou moins équilibrés, où on décide de s'entendre sur les règles à observer ensemble. Donc, le travail fondamental, le travail de fond à faire, c'est trouver les moyens de se renforcer coûte que coûte. Oui. Une fois qu'on se renforce et qu'on peut se faire entendre, à ce moment-là, évidemment, que la justice sera beaucoup plus équilibrée face à nous. Je prends un exemple. Vous allez même, prolongeons l'analogie, vous allez même à la justice, entre guillemets, cour de justice classique. Vous avez des avocats. Mais dans un terme plus géopolitique entre le rapport entre les différents pays, les avocats, ce sont les arguments que vous ramenez sur la table des négociations. Si vos arguments sont une puissance qui peut bien déranger les autres si on ne l'écoute pas, etc., ce sont vos avocats. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de se renforcer par tous les moyens possibles, arriver à la table de négociation de la justice avec un certain poids,
pour bien se faire entendre, pour qu'on prenne en charge ce qu'on propose comme discussion. Donc, on ne peut pas, il faut plutôt passer, et le problème, c'est qu'on est tous imbibés d'idéalisme. Mm. Le monde est trop idéaliste, en tout cas le monde des idéologies, naturellement, est trop idéaliste, et donc on pense que juste crier, dire, machin, Oui, mais ceci, va concrètement, c'est ce faire que à un moment donné, je suis d'accord avec voilà. toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour cela que je pose la question. Est-ce qu'il faut quitter toutes les conventions Non, signées, mais même, tous les traités signés? oui, mais même, Parce que c'est... non, Je prends un exemple. oui, J'en ai parlé récemment. Quand Mm. tu prends un traité type non-prolifération du nucléaire, Mhm. quand tu regardes, Mhm. c'est ce qui fait la force de l'Occident ou Mm. de ces puissances qui siègent au Mm. Conseil de sécurité. Mm. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique Mm. n'arrivera jamais avec à taper le poing sur la table comme ça, Mhm. parce qu'il n'y a pas une puissance nucléaire derrière. Mm. Ils ont signé le traité. Mm. Est-ce qu'il faut quitter ces traités-là? Mais, Ou bien continuer dans les traités mais comme non, ça et rester faible? mais non, Ouais. mais même, c'est pour ça que je dis, même quand vous dites est-ce qu'il faut quitter ou pas, machin, etc. Même ça, en fait, même cette décision de quitter ou pas, change pas fondamentalement la réalité du monde. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mm. On peut tout à fait décider de quitter. D'accord? Et encore, ça veut dire que si on quitte et qu'on veut faire, entre guillemets, ce qu'on veut, il faut regarder où est-ce qu'on trouvera les moyens de faire ce qu'on veut. D'accord? Oui. Donc, c'est comme tout à l'heure. Quand les pays qui ont voulu, par exemple, entrer en rupture avec la France, c'est parce qu'il se trouve d'autres alliés. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on quitte, par exemple, tel traité, il faut se demander, OK, quel autre traité ou bien quelle autre alliance je peux trouver pour continuer à me renforcer. Donc, le but, c'est pas tellement de est-ce qu'il faut quitter ça? Non, on quitte quand on sent que une autre option va être beaucoup plus bénéfique. Mais il y aura aussi, au cas où il n'y a pas d'option, parce que parlant concrètement de ces traités-là, Oui. il n'y a pas d'autres options. Parce que tout le monde y a signé. Bah, et donc, Et ça tourne que dans un sens et pas dans l'autre. Et Les autres continuent l'enrichissement nucléaire oui, et vous êtes là en train de regarder alors que tout le monde y a signé. oui, alors, c'est là où Mm. on revient à la même chose. C'est-à-dire que si tu quittes sans trouver d'autres alliés, imaginons, prolongeons. Par exemple, tu veux enrichir ton uranium, construire tes centrales, machin, etc. Et bien, si tu quittes et que finalement, tous les pays qui ont signé des traités disent, bon, on ne collabore pas avec ce pays parce qu'il n'est pas membre, machin, etc. Bon, voilà. Tu te retrouves de toute façon sans alliés, avec une possibilité d'enrichir, d'avoir tous les éléments, machin, pour te Je renforcer. parle de l'Afrique dans sa globalité, dans ces cas. L'Afrique dans sa globalité, Ouais. si l'Afrique dans sa globalité quitte, ça va demander donc une structuration interne et va ramener à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le travail de réforme en interne à la fois de notre manière de s'organiser, c'est-à-dire toutes les structures étatiques, les régionalismes, les clanismes, les machins qui font que en interne, les choses ont du mal à démarrer. Il faut aussi qu'on fasse ce travail-là. Et quand on va commencer à parler de ça, les gens vont commencer à dire, oh, tu ne touches pas à nos traditions, nos manières de vivre, nos machins. Oui, oui, mais vous oubliez que beaucoup de ces pays, entre guillemets, que vous appelez puissants, machin, ils sont passés par ces réformes douloureuses. Toutes ces réformes douloureuses a été aussi, en quelque sorte, mise en place par rapport à l'ère culture. J'ai rêvé encore dans les livres quand tu parles de l'individualisation. Mhm. En quelque sorte, tu t'attaques à quelque chose propre à l'Afrique, qui est les Non. vivre en commun, les vivre en société, Oui. Mais- les vivre en famille. Tu t'attaques Ah. là-dessus, tu dis non, il faut individualiser ces peuples-là. Tu ramènes un concept comme ça occidental en Afrique. Ah, voilà, Hein? voilà. En fait, et c'est là où le problème, c'est que à cloisonner les choses, on oublie. On oublie que les Occidentaux eux-mêmes ont été en communauté. Quasiment tout l'Occident a été en communauté jusqu'à peut-être au moment de la Renaissance européenne, etc. C'est à partir de ce moment que l'éclatement et l'individuation
ou bien l'individualisation, ou bien, je ne sais pas le terme que vous Oui. voulez, mais c'est fait. L'individualisme même Ouais. a commencé à se propager. Est-ce que Le- c'est une bonne chose? Alors justement, Ouais. la question, en fait, c'est pas est-ce que c'est pas une question morale, c'est pas une question est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Non, parce que en fait, la question c'est nous sommes plongés dans un monde, Ouais. nous sommes plongés dans un monde qui est compliqué et plus tu arrives à te structurer à grande échelle et développer de la puissance, plus tu vas obtenir les choses que tu revendiques dans ce monde-là. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je prends un pays. Je ne vais pas citer un pays en particulier, mais je prends un pays imaginaire en Afrique qu'on va appeler le Gondwana. Si le Gondwana est divisé sur des questions ethniques, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'avoir dans tout Gondwana 100 000 enfants, d'accord, qui peuvent faire des études, qui peuvent devenir peut-être demain, il y en a un qui va être très intelligent, qui va développer justement la bombe atomique pour le Gondwana. Simplement, cet enfant, comme il n'est pas issu du clan qui est au pouvoir, il n'a pas réussi à avoir sa bourse, il n'a pas réussi à poursuivre son machin et il devient pousse-pousse, pousse-pousseur au marché jusqu'à la fin, alors qu'il a quand même les qualités pour pouvoir proposer ça à son pays. Donc voilà par exemple une image concrète de ce qui empêche sur des compétitions interethniques par exemple, à ce que l'ensemble du pays puisse bénéficier d'une force, d'une puissance par exemple. Donc en fait on sabote nous-mêmes nos joueurs. C'est comme si je viens au tout-puissant Mazembe et je dis, bon, bah finalement, celui-là, il est tel groupe, donc c'est pas lui qui va jouer numéro 10, même si c'est celui qui sait le mieux jongler que tout le monde, machin, etc. Voyez? Donc ça, ce sont des questions internes qu'on doit travailler. Les Grecs ont connu ça, les Grecs anciens ont connu ça, et ils ont réglé le problème. Et c'est à partir de ce moment-là... Mais est-ce que Christ, Oui, c'est une question que j'aime bien poser aussi, est-ce oui, que tu oui. n'es pas un peu victime aussi Non, de dis-le ton carrément. Est-ce que environnement? je suis pas aliéné? Je Est-ce suis que tu pas, n'es pas je suis pas, victime de je suis ton pas- environnement, de ta Voilà. situation sociale? Et Parce voilà, que, exactement. en quelque sorte, ce Oui, que tu présentes, oui. c'est ce qui a été fait chez les autres à chaque fois. Voilà, Alors que exactement. Pourquoi? l'Afrique doit penser son monde à Oui, sa façon, par rapport à sa culture, par rapport à son merci. identité. Merci. C'est bien de venir à cette question, puisque ça, c'est la grande question qu'on a aujourd'hui, parce qu'on commence à penser de manière cloisonnée. Pourquoi je dis ça? Je dis par exemple, hein, on confond la forme et le fond. Le fond, c'est que nous sommes tous des humains. Nous avons tous des besoins physiologiques basiques, se protéger, manger, sécurité, tout ça, machin, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec toute l'humanité. Maintenant, la manière, la forme de faire ça peut être un peu différente. D'accord? Donc, Nous sommes tous des humains, mais non, mais nous ne justement, sommes pas égaux. Oui. Ah bon? Nous ne sommes pas égaux. À Non, quel mais niveau? moi, je pénètre. On les dit à chaque fois. Non, mais Quelqu'un oui. égaux à quel? Parce que Que quand, ce quand soit on dit... physiquement, Oui, intellectuellement ou moralement, oui, il n'y a pas une sorte de... Comment tu exactement. peux trouver dans une famille Oui, des enfants élevés de la même façon, oui, mais avoir des chemins complètement opposés? exactement. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que le fond reste le même. Par exemple, quand on dit égalité, il faut toujours mettre par rapport à quoi? Par exemple, égalité devant la loi, oui. Égalité devant quelque chose. Il faut toujours mettre quelque chose. Parce que l'égalité totale, absolue, comme ça, abstraite, n'existe pas. Exactement. Voilà. Il n'y a pas que la loi, même l'égalité physiologique. On ne Oui, mange pas de la même façon. oui, Toi, voilà. tu as besoin de Mais, manger mais, de la mais viande, regarde, moi, j'en ai pas besoin. oui, voilà. Oui. Mais je veux dire, donc, quand on parle d'égalité, et c'est là où il faut être précis, quand on parle d'égalité, c'est toujours égalité par rapport à quelque chose. Par exemple, on peut être totalement différent, mais on peut être en égalité par rapport, par exemple, au poids. On peut être tous les deux de même poids. Ça, c'est un critère objectif. On peut être totalement différent, mais on peut avoir les mêmes droits face à une justice. Donc, l'égalité est toujours liée à quelque chose. L'égalité abstraite qui croirait que... Non, nous ne sommes pas tous des espèces de cubes fabriqués dans le même moule qui ferait qu'on serait exactement... Ça n'existe pas dans la réalité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce qui est de l'ordre de l'Afrique, d'ailleurs, qu'il faut dire des différents Afriques, parce que je ne peux pas, même les pays africains, on ne peut pas dire que c'est l'Afrique de manière Générale. générale. Comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas confondre le fond.
quand demain on a 100 milliards, on a 4 milliards d'Africains à nourrir dans 25 ans, 50 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les besoins objectifs de nourrir Ces milliards, ces c'est 100 milliards de milliards machins, ou 50 c'est milliards. la même chose que le besoin des Chinois de nourrir leurs milliards et quelques de population, ou les Indiens. Exactement. Voilà, donc ça, sur ces données-là, nous sommes confrontés au même problème. Oui. Maintenant, la manière de faire va être différente. Le Chinois va manger des bols de riz blanc avec peut-être de machin, et le Sénégalais va continuer à manger du riz aussi, mais en thieboudienne. Donc là, c'est la forme qui est différente. Mais le besoin de produire le riz est le même. Parce que le riz, il doit être en quantité suffisante pour 1 milliard de Non, personnes, pas tout à fait, etc. Chris. Pas tout à fait. Quand on regarde ici, en France particulièrement, le gâchis, euh, tout ce qu'on jette, Oui. mais le besoin n'est pas le même. Non. En Afrique, il n'y a pas... Non. À l'époque, on l'a dit, il n'y avait pas besoin d'aller acheter quelque chose et puis venir congeler. Merci. On va chasser et puis on vient, on mange. Merci. Mais le besoin n'est pas le même. Oui, ok, non, mais sorte. très bien, très bonne question. Et à l'époque, on était combien en Afrique aussi? Il y avait de l'espace. Moi, je suis un enfant qui connaît très bien le village, puisque je suis issu d'une lignée de fondateurs du village. D'accord? Et donc, on retournait, même enfant, même quand on habitait en ville, on retournait toutes les vacances dans le domaine villageois, familial, pour cultiver, pour faire machin, etc. Donc, je connais le village. Comment les villages africains se construisent? Les villages africains, comme on a un grand territoire, l'Afrique est vaste, je parle de l'Afrique en tant que continent, est très vaste. Donc, ça veut dire qu'il y a des implantations. Et comment les villages se constituent? Les villages, on espacait les villages de manière souvent une dizaine, quinzaine de kilomètres, etc., pour laisser assez de végétation autour, pour qu'il y ait à la fois au plus proche du village la culture, parce que en Afrique surtout verte, les femmes cultivent avec les hommes. La culture, le travail de culture est partagé. Donc, c'est ce qui est au plus proche du village. Et puis, plus loin, il y a l'espace de chasse, qui est un peu plus en brousse, où les hommes vont aller en profondeur, aller chercher du gibier, etc. Et ça, cette configuration, par exemple, est adaptée quand on était en nombre limité, en quelque sorte, qui permettait ça. Qui permettait ça. Mais tout de suite, dès qu'on a commencé